nous asseoir pour qu'on puisse commencer cette séance. Et je voudrais d'abord dire combien je suis honoré que maître M. Henrion a accepté de venir ici vous parler de quelqu'un qui a une carrière extrêmement brillante en chirurgie, le professeur Paul Malvy de Nantes. Donc on va débuter cette séance par l'éloge de Paul Malvy et on fera le procès verbal ultérieurement. Monsieur Henrion, vous avez l'honneur. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, c'est un honneur pour moi de venir faire l'éloge de mon ami Paul Malvy devant les membres de l'Académie nationale de chirurgie. En 1950, j'étais externe de première année dans le service de chirurgie consacré aux urgences de Maurice Tallemer à l'hôpital Boussier. 2 jours par semaine et un dimanche sur 3, je voyais s'encadrer le soir, dans la porte entrebâillée de la salle d'opération, le visage juvénile, souriant, mais volontiers ironique, d'un assistant de garde qui s'appelait Paul Malvy. Ce visage resta gravé dans ma mémoire, et 46 ans plus tard, je le retrouvais inopinément dans le hall de la salle des bustes de l'Académie nationale de médecine, lorsque Paul Malvy fut candidat à un poste de correspondant dans la 2e division de chirurgie de l'Académie. Et en quelques minutes, presque un demi-siècle fut effacé, et commença entre nous une amitié très sincère qui ne se démentit pratiquement pas une seule fois en 20 ans. Paul Malvy est né le 22 avril 1922 à Melun. Son père était médecin généraliste et conseiller municipal de la ville. C'est donc au lycée Jacques Amiot de Melun que Paul Malvy fit la totalité de ses études primaires et secondaires, mais son père décéda lorsqu'il était en première, prématurément, à l'âge de 59 ans, et il dut alors se replier avec sa mère dans un petit appartement du centre-ville en vendant pratiquement l'essentiel ou la presque-totalité de leurs meubles. Et le conseil de famille considéra que leur situation matérielle ne permettait pas à Paul de faire des études supérieures. Puis, il déménagea à nouveau avec sa mère et il vint à Paris pour s'installer dans un petit appartement et sa mère a pris un travail qui a permis à Paul de faire ce qu'il souhaitait enfin et de se libérer de la tutelle du conseil de famille, de faire la médecine. Il fut reçu à son premier concours d'externat en 1942 et à son premier concours d'internat en 1946, car, vous le savez, les concours avaient été arrêtés pendant la guerre jusqu'en 1945. Entre-temps, médecin auxiliaire, il avait fait 3 missions. La première le conduisit à Cherbourg, où il put constater, avec effarement, et il m'en parlait, après l'avoir traversé, que la Normandie n'était plus qu'un vaste champ de bataille et un champ de ruines. La deuxième mission fut à Hirson, à l'occasion d'une épidémie de diphtérie. Et la troisième, beaucoup plus longue, à Prague, où se côtoyaient des soldats français, américains ou russes, dans une ambiance qui était loin d'être toujours sereine. Et c'est au cours de cette dernière mission qu'il découvrit l'horreur des camps de concentration, l'état de déchéance effroyable des survivants et l'existence de cendres humaines conservées dans du papier journal, et il eut personnellement dans ses mains les cendres du poète Robert Desnos, et il termina sa mission à Varsovie. De retour à Paris, son premier semestre d'internat se déroula au Petit Ménage
que les très anciens connaissent et qui est devenu l'hôpital Corentin-Selton. Puis, les semestres s'enchaînèrent, de Boussicot à Marmottan, puis de la Rivoisière à Saint-Louis, pour finir à l'hôpital Cochin, dans le service du professeur Jean Quénier, patron qui était un peu bourru, mais avec qui Paul s'entendit très bien et qui lui offrit un poste de chef de clinique pour 3 ans. Très vite, Paul Malvy eut charge d'âme. Il était marié depuis 1948. Il avait 3 fils en bas âge. Et Marie-Claire, son épouse, préparait à toutes fins utiles un diplôme d'infirmière anesthésiste. Il assurait la subsistance de sa famille en prenant des gardes à Boussicot, en donnant des conférences d'internat et en faisant des remplacements. À Paris, à cette époque, la vie quotidienne était difficile. Et Paul Malvy n'envisageait pas, de toute façon, de rester dans la capitale, considérant que la voie des concours y était beaucoup trop aléatoire. C'est alors que le destin changea le cours de sa vie. En revenant de Nantes, où il avait remplacé l'un de ses amis, le docteur Kropf, à la clinique mutualiste, il rencontra dans le train René Flabeau, chirurgien des hôpitaux de Paris, qui chaque semaine venait enseigner à Nantes et regagnait au plus vite Paris et son service. Comme cela se faisait alors, on appelait ça les professeurs turbotrain. Flabeau le prévint qu'une agrégation aurait lieu à Nantes en 1955 et lui précisa que le doyen souhaitait que ses enseignants résident désormais dans la ville de Nantes. Paul Malvy prit alors une décision immédiate, s'installer à Nantes dès 1953 et s'associer avec Kropf à la clinique mutualiste. À Nantes, l'accueil fut, à assez dire, glacial, tant de la part du Conseil de l'Ordre des médecins, dont le président lui signifia que le travail dans une clinique mutualiste n'était pas de bon ton, que du doyen de l'école de médecine, qui lui fit comprendre qu'il n'aurait aucun avenir à Nantes. Le poste d'agrégé qu'occupait Flabeau fut bien mis au concours en 1955 et Paul Malvy fut admissible. Mais le poste disparut. Il occupa alors la fonction de chargé de cours de pathologie chirurgicale à l'école de plein exercice de Nantes, puis à la création de la faculté, il fut fonction d'agrégé de pathologie chirurgicale. Mais il ne devint titulaire qu'en 1958, quand le poste fut officiellement mis au recrutement. Après avoir été professeur sans chaire, professeur à titre personnel, puis professeur titulaire de pathologie chirurgicale à partir de 1963, il n'en resta pas moins assistant dans le service de chirurgie du professeur Maurice Rousseau et ne devint professeur de clinique chirurgicale qu'en 1977, où il prit le temps plein et la chefferie de service de chirurgie de l'Hôtel-Dieu de Nantes, lorsqu'elle se libéra, parce que, à cette époque, pour devenir professeur titulaire de clinique chirurgicale, dans les nouveaux corps hospitalo-universitaires, il était nécessaire d'occuper une chefferie de service, ce qui aurait nécessité à Nantes le partage d'un service de chirurgie et les chirurgiens de Nantes n'étaient pas tout à fait d'accord. C'est donc une activité mixte, à la fois libérale et universitaire, que Paul Malvy exerça pendant 24 ans. Lors de sa prise de fonction officielle, le service de chirurgie comprenait 118, dont un secteur de soins brûlés qu'il a rapidement autonomisé, ce qui a permis le développement d'un nouveau service entièrement consacré à la chirurgie plastique. La clinique chirurgicale proprement dite resta orientée vers la chirurgie digestive avec un recrutement important de chirurgie thyroïdienne et un recrutement non négligeable d'urgence viscérale. Paul Malvy
était un chirurgien précis et rigoureux de l'appareil digestif, et l'ensemble de ses travaux, ainsi que ceux de son service, sont à l'origine de plus d'une centaine d'articles, de nombreuses communications dans les congrès nationaux et internationaux, et de 22 communications à l'Académie nationale de chirurgie. Peu à peu, toutefois, son intérêt pour les questions institutionnelles l'éloignèrent de la chirurgie quotidienne, et si les relations avec ses agrégés ont parfois été tendues, Paul Malvy reconnaissait qu'il avait eu la chance d'avoir à l'hôpital 3 agrégés de valeur qui lui ont permis de se consacrer à ses tâches administratives. C'est en décembre 1973 qu'il fut élu pour la première fois doyen de la faculté de médecine de Nantes. Il n'était pas temps plein. Il exerçait encore en ville et dans une clinique mutualiste. Et en principe, c'était rédhibitoire. Il n'aurait jamais dû être élu doyen. Or, il le fut grâce à l'appui des étudiants et de leur délégation, de leur délégué, une étudiante de 2e année de médecine, future ministre de la Santé sous la présidence de Jacques Chirac, Elisabeth Hubert, avec qui il avait gardé des liens très étroits. Et à l'occasion de la présentation, enfin de l'éloge à l'Académie de médecine, elle m'avait dit qu'elle avait une fracture, elle ne pouvait pas être là, mais vraiment, elle avait estimé et beaucoup aimé Paul Malvy. Pendant cette période, il eut à faire face, entre autres, à un scandale déclenché par la soutenance d'une thèse littéraire de 3e cycle, rédigée sous la direction d'un professeur de lettres de Nantes, à propos des confessions d'un officier SS, thèse qui n'hésitait pas à remettre en cause l'existence des chambres à gaz. À la demande du ministre Alain Devaquet, Paul Malvy dut annuler la soutenance de cette thèse, annulation qui n'avait jamais eu lieu dans l'Académie, dans l'Université française. Je précise, c'était l'annulation de la soutenance de la thèse, et pas de la thèse qui existe toujours. Quoi qu'il en soit, le retentissement fut énorme. Une conférence de presse eut lieu au ministère des Universités et à l'Assemblée nationale fut même observée une minute de silence. Mais Paul Malvy avait bien d'autres fonctions. Il fit partie du bureau permanent de la Conférence internationale des doyens de facultés de médecine d'expression française pendant 8 ans. Il fut membre du CSU puis du CNU pendant 15 ans, excepté pendant 2 ans, une interruption. Enfin, pendant 9 ans, il a été membre d'une commission chargée d'étudier la candidature des médecins étrangers désireux d'exercer en France. On reste confondu du nombre de déplacements, de réunions sans fin, de veilles, de notes, de rapports, et en définitive, du travail que cela représentait pour notre ami Paul Malvy. Paul devint membre titulaire de l'Académie de chirurgie en 1979 et eut l'honneur d'en devenir le président en 1987. Je sais que ce fut un excellent président de l'Académie nationale de chirurgie et qu'en particulier, il organisa des voyages en Afrique, des relations sur lesquelles je reviendrai avec de nombreux doyens ministres africains. Devenu professeur émérite en 1991, il s'orienta vers l'Académie nationale de médecine et sa première lecture, en 1994, fit date. Elle le fit car elle s'intitulait « L'exercice en France des médecins étrangers ». Elle analysait à la perfection toutes les questions qui se posaient déjà à cette époque sur la formation des médecins étrangers exerçant en France en raison de l'accroissement régulier du nombre des demandes de médecins étrangers
et de l'application du numerus clausus pour les étudiants français. Puis, il fit une autre lecture en octobre 2000, un peu sur le même thème, sur la formation en France des médecins étrangers, analyse et suggestion. Et cette présentation provoqua de nombreuses réactions dans les médias, certains articles fielleux, véritablement fielleux, j'en ai eu dans les mains, parlant de ségrégation à l'égard des médecins étrangers, ce qui était très loin de l'état d'esprit de Paul Mavier. Il fut membre correspondant de l'Académie nationale de médecine, puis membre titulaire en 2001. Il fut secrétaire de la 2e division, la division de chirurgie, pendant 4 ans. Et si j'en parle, c'est que j'étais à ce moment-là président. Notre entente fut parfaite, d'une grande efficacité, et ce qui était remarquable chez cet homme qui était habitué au cabinet ministériel était sa discrétion. Il aurait pu me rendre la vie impossible, et il a été tout à fait remarquable. Quand il prenait la parole, il avait un geste particulier. Il levait les 2 bras arrondis, et en même temps, il hochait la tête. Voilà. Geste parfaitement expressif, mais très difficilement traduisible. Est-ce que ça voulait dire que peut-on faire dans une situation pareille? À l'impossible, nul n'est tenu. Et je crois que ce geste était le fruit de ces nombreuses années de décalage. Ce fut un fidèle, mais vraiment un fidèle de nos 2 académies. Il vint jusqu'au dernier moment, même très affaibli. Il était conduit à la gare par son épouse, puis par l'un de ses fils, quand celle-ci ne pouvait plus conduire. Le soir, souvent tard, quand il n'avait plus son appartement à Paris, il lui arrivait de rentrer en tramway, malgré une marche de plus en plus existante et un diabète insulino-dépendant, difficile à équilibrer, et une rétinopathie qui lui crée bien des soucis dans l'obscurité relative des rues qui menaient à sa demeure. Malgré une chute grave à plat dos dans l'escalier de sa cave, il revint à l'Académie de chirurgie et à l'Académie de médecine en dépit de vives douleurs lombaires et de troubles de l'équilibre très gênants. Et c'est également en rentrant de nos académies, quelques jours avant sa mort, qu'il fit une chute sur le quai de la gare. En fait, Paul Mavie était un miraculeux. Il avait échappé à 2 reprises à une mort certaine. La première fois, lors de la libération de Paris, en août 1945, il était externe à l'hôpital Bichat, où l'afflux des blessés était incessant. Il avait déjà passé 2 nuits en salle d'opération, et son interne lui conseilla d'aller se coucher. Mais il préféra rester à son poste. Or, dans la nuit, l'hôpital fut bombardé et le pavillon des infirmières, où couchaient les externes de garde, fut complètement rasé. La seconde fois, c'était il y a une dizaine d'années, rentrant de course et se sentant brusquement fatigué, il s'allongea, prit son pouls, se rendit compte que celui-ci se ralentissait progressivement, et à 30 pulsations, il demanda à son épouse d'alerter d'urgence le SAMU, qui arriva au moment même où le cœur de Paul cessa de battre. Il fut réanimé et un pacemaker fut mis en place. Peut-être même avait-il échappé une 3e fois à la mort en pilotant un petit avion de tourisme et s'étant égaré au-dessus de Brest, de l'île Longue et d'une base de sous-marins nucléaires. Il avait été menacé par radio de destruction immédiate par missile ou avion de chasse. Il s'était tiré rapidement et il avait regagné des cieux plus cléments. Paul Mavie était un homme réservé, parfois sévère et un peu redouté de ses étudiants et même de ses affiliés. Mais sous son apparente raideur, et moi je connaissais peu, j'étais très animé, il avait une certaine raideur. Il y avait un homme sensible, fidèle en amitié,
et d'une droiture irréprochable, qui aimait se promener dans le jardin de sa belle propriété à Nantes, ou au bord de la mer, à la Baule, en week-end, où il avait un appartement. C'était aussi un radio-amateur averti, et il avait fait monter dans son jardin une antenne pour pouvoir se livrer à l'une de ses distractions favorites. Mais il avait un défaut dont il avait pleinement conscience. C'était un fumeur invétéré et compulsif, et jusqu'aux dernières années de sa vie, une cigarette ne cessa de se consumer au coin de ses lèvres. Et quand j'arrivais à l'Académie de médecine, je savais que Paul était arrivé du fait qu'il y avait une odeur qui me conduisait d'ailleurs dans le bureau de la secrétaire, où il avait pris coutume de faire salon et de transformer en tabagie passive et la secrétaire et les autres membres de l'Académie. Mes chers confrères, chers consoeurs, on ne réalise pas une telle carrière sans bénéficier d'un soutien de tous les instants. Et c'est là qu'apparaît Marie-Claire, son épouse, qu'ils croisent pour la première fois Hirson en 1944, où tous les deux sont en mission. Elle comme infirmière et lui comme médecin. Il la retrouve, monitrice de l'école des infirmières de Neuilly-sur-Seine, cherchant un interne pour assurer les cours d'anatomie de ses élèves. Ils se marient en février 1948 et, comme je vous l'ai dit, ils ont rapidement 3 garçons, Jean-Michel en 1949, François en 1951 et Pierre en 1953, alors que la vie dans la capitale, je le répète, était encore très dure. Mais, comme il me l'a écrit dans un petit livre de souvenirs, qu'importe, nous étions jeunes et nous étions heureux. Et ce bonheur, cette fusion, vont se poursuivre pendant 68 ans. Lors de nos dernières conversations téléphoniques, ce qui le tracassait le plus n'était pas son état de santé en fait, c'était l'état de santé de son épouse. Son fils Pierre a 2 enfants, Julien et Valentine, et dans la famille de Julien est née une petite fille, Vilo, à New York, le 24 décembre 2012, et Paul me disait que c'était un véritable cadeau de Noël. Il était officier de la Légion d'honneur, commandeur dans l'Ordre national du mérite, commandeur des palmes académiques. Il avait aussi de nombreuses distinctions africaines, comme beaucoup de doyens d'ailleurs, mais lui était vraiment très implanté en Afrique. Distinction Côte d'Ivoire, Sénégal, le lion de Madagascar, Togo, République centrafricaine. Il avait vraiment beaucoup de contacts en Afrique. Paul Malvy est décédé à Nantes le 22 novembre 2016. Se sentant décliné, il m'avait fait parvenir des documents et la photo de ce qu'il appelait sa dernière adresse. C'est un petit cimetière contigu à l'église d'un charmant village du département de l'Eure, Croisy-sur-Eure, cimetière qui semble fait, je vous l'affirme, vraiment fait pour le repos éternel. Paul Malvy, mon ami, tes consoeurs, tes confrères académiciens, te sont gré du combat inlassable que tu as mené en faveur de la médecine et des médecins au sein de l'université française. Ils ne t'oublieront pas. Merci encore au professeur Orion pour ce bel éloge de M. Malvy. Merci encore au professeur Orion pour ce bel éloge de Paul Malvy qui a marqué beaucoup de générations, dont la mienne, parce que c'était quelqu'un dont on parlait souvent. Et je vous remercie d'être venu ici et de rappeler ce grand homme qui a marqué la chirurgie française de façon, je pourrais dire, assez originale par son attitude et son comportement.